Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24, une semaine de l'écho un peu spéciale puisque nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de l'Africa CEO Forum, une sorte de Davos africain qui réunit les hommes et les femmes d'affaires du continent. Ce Davos africain a été maintenu malgré le terrible attentat qui a eu lieu à Grand-Bassam, à 40 km d'ici. L'Afrique est-elle toujours un relais de croissance? On va poser la question à deux invités. D'abord Sacha Poignonnec, il est CEO et fondateur d'Africa Internet Group. Et enfin, Aïda Diarra, vice-présidente de Western Union. Sacha Poignonnec, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes français, vous êtes entrepreneur dans la nouvelle économie. Vous avez lancé donc des plateformes de vente en ligne en Afrique, notamment la plateforme Jumia. Ce terrorisme qui touche l'Afrique de l'Ouest depuis peu, vous rend-il plus prudent? Est-ce qu'il change votre manière d'appréhender l'investissement en Afrique de l'Ouest? Bonjour Stéphanie et merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Il nous touche beaucoup humainement et il nous attriste et il nous déçoit, pour être honnête, mais il ne nous fait pas changer d'avis sur l'opportunité africaine, sur le besoin de tous ces business en Afrique de connecter avec leurs consommateurs et de trouver des moyens de faire des transactions. Bien sûr, il nous attriste un relais de croissance. Complètement et je pense que ça changerait, ça fait malheureusement partie des épisodes tristes qui se passent en histoire. Il s'est passé pareil à Paris il y a 6 mois, il faut quand même le rappeler aussi. Donc malheureusement, le terrorisme est imprédictible ou imprévisible, il est mondial et on voit bien avec ce qui se passe. Ça s'est passé la semaine dernière à Abidjan, ça s'est passé il y a 6 mois à Paris. Il faut vivre avec et il faut réussir à l'ignorer et aller de l'avant. Et ça ne vous décourage pas en tant qu'investisseur en Afrique, en tout cas? Pas du tout. Alors Jumia, parlons de votre plateforme en ligne. On l'appelle l'Amazon africain, présente dans 11 pays. Est-ce une bonne comparaison, justement, Amazon? C'est une bonne et une moins bonne comparaison. C'est une très bonne comparaison parce que les gens connaissent Amazon. Et après tout, on est une plateforme où les consommateurs peuvent trouver des produits, cliquer, acheter et obtenir leurs produits. Donc, si c'est ça la définition d'un Amazon, pourquoi pas? Nous, on se compare beaucoup et on regarde beaucoup la société qui s'appelle Alibaba en Chine. Dont je pense Vous avez dit que c'était un de vos modèles d'ailleurs. C'est un modèle parce que Alibaba, c'est une société qui a été créée dans un pays émergent, à l'inverse d'Amazon qui vient d'un pays développé, et qui a créé un écosystème autour de Alibaba avec plusieurs services. Alibaba est connu pour avoir 2 plateformes de e-commerce, ce qui est aussi notre cas, qui répondent à des besoins clients et des besoins de distribution différents. Alibaba a aussi une plateforme de voyage, etc. Donc on s'identifie bien à Alibaba, mais on est bien sûr comme tout le monde, des admirateurs d'Amazon et on regarde Amazon comme un des exemples à suivre pour bien des choses. Mais, quels sont vos produits phares, justement, quand vous comparez à les consommateurs africains, ils rentrent dans le e-commerce par tout ce qui est téléphonie, télévision et ordinateur. Donc, et qu'est-ce qu'ils achètent? Eh bien, ils achètent ça. Ils achètent des téléphones portables. Ils achètent des téléphones portables. Des produits. Oui, ils achètent des téléphones portables, des ordinateurs. Ils achètent des produits ménagers pour la maison, des produits électroménagers pour la maison, je voulais dire. Ils achètent beaucoup de produits de mode. Donc, ils rentrent par la consommation de e-commerce via ces produits-là. Pourquoi ils choisissent ces produits-là? C'est parce que, en ce moment, il y a un énorme appétit des consommateurs africains pour ces produits, pour les téléphones et pour les produits que je viens de mentionner. Et deuxièmement, le e-commerce et Jumia vient régler un problème, entre guillemets, de connexion entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, quand on veut acheter un téléphone, on peut aller dans quelques magasins qui sont souvent loin et qui sont souvent difficilement accessibles. On arrive au magasin, on ne peut pas comparer les prix, etc. Ou on peut aussi aller acheter dans la rue, dans des marchés. Mais bon, c'est une expérience d'achat qui est particulière. Et le e-commerce vient connecter un besoin des consommateurs de prendre le temps de choisir, de pouvoir comparer, de pouvoir trouver cette convenience. Le consommateur africain est le même que le consommateur européen en ligne. Complètement. Alors, mais il y a tout de même des défis propres justement aux pays africains. Comment s'assurer de l'approvisionnement, comment s'assurer de la livraison? Il y a un certain nombre de pays dans lesquels vous n'avez pas les moyens de transport que vous trouvez en Europe. Comment vous adaptez-vous? Alors, on s'est adapté en travaillant avec des distributeurs locaux, déjà, pour l'accès aux produits, qui sont des distributeurs officiels, qui ont des contrats avec les marques et qui importent et qui s'occupent d'importer les produits et qui, eux, connaissent très bien le marché. La première chose qu'il faut faire, c'est savoir... Ça, c'est clé, travailler avec les locaux. Travailler avec les locaux. Travailler avec des distributeurs locaux qui connaissent bien le marché et qui savent faire la sélection de produits, l'assortiment, le pricing, etc. Ensuite, la deuxième énorme challenge, c'est que on travaille en ce qu'on appelle cash on delivery. Cash on delivery, ça veut dire que le client commande, reçoit le produit et paye à la livraison.
ce qui est bien sûr... Ça, c'est différent. Voilà, ça c'est très différent et ça requiert des process et une organisation qui sont très particuliers. Ça veut dire qu'ils payent en espèces? Ils payent en espèces et ils payent au livreur. Donc ça veut dire que le livreur n'est pas simplement un homme de la logistique ou une femme de la logistique, c'est un commerçant quelque part. Parce que il doit être fiable. Il doit être fiable, il doit être capable d'échanger le produit contre de l'argent, il doit être capable de parfois répondre à des questions sur le produit, puisque la personne peut poser des questions. Et ça, c'est bien sûr un gros challenge. Et l'autre, bien sûr, énorme challenge, c'est comment livrer le produit, comment trouver l'adresse dans un pays où il n'y a pas de système d'adressage, où le système des rues existe peu ou prou, où il n'y a pas de numéro sur les maisons. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pour pouvoir trouver les clients. Comment faites-vous? Alors, comment on fait? C'est en quelques mots, toutes les commandes on donne l'objet à un appel de notre call center ou de notre customer service, ou de notre service client, si vous voulez en français. Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se produit entre le client et le call center, et le client explique où il habite en donnant son adresse, en disant voilà, j'habite dans la 3e maison avec la porte bleue à gauche de la station-service. Ça, en Afrique, c'est une adresse. Ensuite, toute notre logistique est organisée par des algorithmes qui permettent de matcher les compétences de nos livreurs et leurs connaissances aux quartiers dans lesquels on les envoie livrer. Et du coup, le livreur, quand il lit cette adresse, quand il lit ce commentaire, qui en France ne suffirait pas, et ben lui, il sait exactement où c'est. Et ça marche. Vous avez commencé au Nigeria. Oui. Alors au Nigeria, on ne paye pas cash, j'imagine. C'est encore un autre système, En cash également. En cash. Même à Lagos. Ah, bien sûr, surtout à Lagos. Surtout à Lagos, on paye cash. Quelle est la clé du succès, justement? Il y a de vraies différences entre ces différents pays d'Afrique, puisque vous êtes présent dans 11 pays. Qu'est-ce qui vous a permis de réussir tout de même cette ascension? C'est vraiment ces deux choses, je pense. C'est l'obsession de l'exécution. Parce que, vous savez, le e-commerce, c'est une somme de beaucoup de petites choses qui, prises individuellement, peuvent paraître anodines, mais en fait, il faut toutes bien les exécuter. Et c'est très difficile. C'est beaucoup de choses. Le e-commerce, vous savez, c'est un site, donc c'est de la technologie. Ensuite, c'est du marketing, c'est de l'assortiment, c'est des compétences de retail, c'est la logistique, le customer service, etc. Donc, c'est beaucoup de compétences. Voilà, il faut penser à tout et il faut être capable d'exécuter bien partout. Et ensuite, on a adapté notre modèle localement. Donc, on a défini un modèle opérationnel africain qu'on a ensuite adapté localement. Donc 100% de notre offre, elle est locale. Le pricing, il est local. Le marketing est fait localement. Y a-t-il de grandes différences entre Abidjan, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, par exemple? Complètement. Il y a des grandes différences de consommation, d'habitude. Il y a des clients qui aiment bien, par exemple en Côte d'Ivoire, les clients n'ouvrent pas leurs emails. Donc on peut leur envoyer tous les emails qu'on veut pour les informer de leur confirmation de la commande. Ça ne sert à rien. Il faut leur envoyer des SMS. Il y a des pays où les clients ouvrent plus leurs emails. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de petites différences qui sont les petits détails qui font qu'un consommateur à Abidjan, on lui donne l'expérience qu'il attend et on connaît maintenant ses attentes et sa psychologie quelque part et on est capable d'y répondre en adaptant notre modèle opérationnel aux spécificités locales. Alors, la technologie est clé. Un tiers des 1,2 milliard d'Africains devraient avoir accès à Internet d'ici 2017, dont beaucoup avec le portable. Ce sont vos chiffres. Est-ce que la vente en ligne pourrait prendre la place, finalement, de la vente en supermarché en Afrique? Alors, déjà, Stéphanie, je dis toujours, et je vous ai dit tout à l'heure, le vrai accès à Internet, pour moi, il est presque de 100%, parce que je considère que toute personne qui connaît quelqu'un qui a Internet, a accès à Internet. Or, aujourd'hui, dans tous les villages d'Afrique, il y a des smartphones. Dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, si c'est dans certains quartiers ou au travail, etc. Le potentiel est encore énorme. Donc le potentiel est là. Les Africains, vous savez, ils sont toujours très innovants, très créatifs. Si quelqu'un a besoin de se connecter parce qu'il sait qu'il a une raison de le faire, il trouvera le moyen. Ensuite, je pense que le e-commerce vient apporter une opportunité à des vendeurs, donc à des distributeurs locaux, à des marques et à des consommateurs. Est-ce que la distribution physique va disparaître? Bien sûr que non. Et je pense qu'elle va continuer à se développer. On voit aujourd'hui des projets de malls ou des projets de développement de supermarchés. Donc ça, il faut que ça continue. Je pense que c'est très important. Le e-commerce n'a pas vocation à être l'unique moyen de consommation. Il y a une valeur à ce que les consommateurs puissent toucher les produits et puissent passer du temps dans des magasins. Je pense que c'est important. C'est complémentaire. Je pense, ceci dit, que compte tenu des challenges infrastructurels en Afrique, les infrastructures, c'est la base du retail. Le Carrefour en France est devenu Carrefour et Auchan. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de construire des immenses plateformes logistiques et des grands parkings, etc., etc. En Afrique, ça, c'est très difficile, si ce n'est impossible. Donc, le développement des infrastructures de commerce physique ne va pas aussi vite que le développement de la classe moyenne africaine.
Donc la part du e-commerce dans la consommation, je pense, sera beaucoup plus élevée et va augmenter beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a fait en France et aux États-Unis ou dans le monde développé. J'imagine ce que vous avez dit à vos 5 actionnaires, parce que vous avez l'allemand Rocket Internet, le fondateur, AXA, qui a déboursé 75 millions d'euros dans votre groupe, Goldman Sachs, les opérateurs NTM et Millicom. Au total, vous avez levé 300 millions d'euros tout récemment. Donc vous les avez convaincus avec ce type de discours en parlant justement de ce potentiel. Oui, je pense qu'ils voient, tout comme nous, qu'il y a aujourd'hui une imperfection entre l'accès aux produits, l'accès aux services du consommateur africain et des entreprises africaines qui ont besoin de débouchés et qui ont besoin de clients. Donc finalement, ces actionnaires-là, ils croient en l'économie africaine, ils croient au développement de l'Afrique et ils pensent... Malgré le terrorisme, malgré le ralentissement lié à la baisse du cours du brut... À très long terme, l'Afrique, c'est un formidable réservoir de croissance et de développement. Et bien sûr qu'il y aura des épisodes et il y aura des années où ce sera plus dur que d'autres, mais le potentiel est immense et ça, ils le savent bien. Vous savez, nos actionnaires, prenez MTN par exemple. MTN, l'opérateur télécom, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 25 ans? Ils sont allés acheter des licences de téléphonie mobile au Rwanda et au Nigeria et dans des pays où tout le monde leur disait mais attends, le téléphone mobile c'est même pas encore en France, la pénétration n'est même pas encore très élevée. Ils ont fait ça et aujourd'hui ils ont gagné leur pari. C'est des sociétés qui ont très bien réussi, qui sont très rentables et qui ont créé beaucoup de valeur. C'est un risque. Vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, donc c'est un vrai risque que vous prenez. C'est un vrai risque. D'un autre côté, vous savez, on a lancé des sociétés qui sont rentables dans d'autres pays. Donc après tout, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire en Afrique? Donc bien sûr qu'il y a un risque, comme dans tout projet, comme dans toute initiative privée, j'ai envie de dire, mais ce risque-là, il est mesuré parce qu'on lance des services qui existent déjà dans des pays, qui fonctionnent et qui répondent à des vraies attentes. Merci Sacha Poignonnec. Merci Stéphanie, c'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On va se retrouver pour la deuxième partie de la semaine de l'éco spéciale Abidjan Africa CEO Forum, juste après le journal.